Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver et inutile de vous présenter, je le salue, Brice Hortefeux, qui a été, vous savez, ministre de l'Intérieur, proche de Nicolas Sarkozy, vice-président de l'UMP. Alors, est-ce que d'abord, le fait que ce soit plutôt le socialiste que le Front National suscite chez vous une réaction positive, ou est-ce que c'est pas du tout l'esprit qui est le vôtre ce matin ? Bon, d'abord, naturellement, l'UMP, qui est une grande famille démocratique, prend acte de l'élection d'un député socialiste. Mais simultanément, il faut quand même souligner plusieurs choses. Premier élément, c'est que ce résultat est un résultat pour le Parti socialiste en trompe-l'œil. Pourquoi c'est en trompe-l'œil ? Parce que au premier tour, le candidat socialiste a reculé de 12%. Vous savez, quand on perd 4-5%, on en fait déjà toute une histoire. Quand on en perd 12, c'est en vérité une bérésina. Et au deuxième tour, le candidat socialiste fait, tenez-vous bien, 4000 voix de moins alors qu'il est en duel que Pierre Moscovici alors qu'il était en triangulaire. C'est dire que le recul s'est profondément ancré. Et puis en même temps, le Front National fait un score important. Cela rappelle d'ailleurs que ceux qui étaient pour le Front républicain, ça ne pèse pas énormément, puisque... L'Uni non plus, ça marche pas. Toutes les formes attendez, de... le vote blanc ou nul a été multiplié par 3. Donc c'est un signal. Mais surtout, au-delà de cela, ce qui est important, c'est que la réalité, elle est aujourd'hui simple et connue, c'est que le PS fait monter le Front National et le Front National fait gagner le PS. C'est ce que l'on appelle de l'entre-soi. Et ça veut donc dire que si l'on veut qu'il n'y ait pas la gauche et qu'il n'y ait pas le Front National, il n'y a pas 50 solutions. D'accord, mais comment expliquez-vous que vous avez été éliminé au premier tour dans ces cas-là ? Alors vous allez me dire, c'est une circonscription particulière traditionnellement à gauche. Non, mais les gens font, y compris d'ailleurs tous les commentaires ce matin, qui ne sont pas forcément les commentaires des journaux de gauche, ils disent que c'est quand même un sévère avertissement pour l'UMP. Enfin, bien sûr que c'est pas. Vous savez, en démocratie, on gagne avec 50% ou pas. Bon, 50% plus une ou pas. Là aussi, bien sûr qu'on n'est pas satisfait. Mais sévère avertissement, c'est pas attendez, satisfait. on est obligé d'observer que sur cette élection, puisque vous parlez du premier tour, pas là du deuxième, au premier tour, le Front National a progressé, enfin il a reculé par rapport aux élections européennes sur ce territoire. Deuxièmement, donc le Parti Socialiste connaît une bérésina avec moins 12, et que l'UMP, ce n'est pas satisfaisant. L'UMP est arrivé troisième, et était déjà troisième d'ailleurs en 2012. Il n'y a pas eu de changement. Nous avons progressé néanmoins, progressé de près de 4 points. Ce n'était pas suffisant, mais c'est une progression. La réalité, elle est là. Mais encore une fois, il faut pas cacher la mais moi, réalité. Je comprends nous ne sommes les pas satisfaits du résultat, mais il faut s'en tenir aux chiffres. Et ce qui est très étonnant de la part des commentateurs, de la part de certains experts, de la part de certains spécialistes, c'est qu'ils ont une idée présupposée de la réalité. La réalité, c'est celle-là. Le Front National a progressé, mais reculé par rapport aux européennes. Le Parti Socialiste s'est effondré avec moins 12. Et le candidat UMP a progressé, mais pas suffisamment. C'est ça, c'est la réalité des chiffres. Alors, la réalité des chiffres est une chose, le commentaire politique est autre. D'ailleurs, vous le contestez d'entrée, mais je vais le remettre en perspective. Au fond, les gens écrivent dans les journaux, ce matin et puis une semaine, c'est quand même une semaine noire pour l'UMP. Aucune consigne de vote n'a fonctionné. Ils reviennent sur le voyage à Abu Dhabi de Nicolas Sarkozy. Ils reviennent sur le fait que finalement le Conseil national de l'UMP qui a eu lieu samedi est devenu une sorte de bataille rangée entre les différents présidentiables. Mais moi je peux pas... Attendez, je vous dis, Guillaume Durand... Je vous fais la liste des arguments qui sont dans la presse ce matin. Ce sont pas des arguments. Ce sont des options. Ce sont des éléments subjectifs. Parce que la réalité, c'est que ceux qui ont écrit sur, par exemple, notre Conseil national, sans doute, on n'était pas à la même réunion. Moi, j'étais 8 heures d'affilée à cette réunion. 8 heures d'affilée. Je peux vous dire que j'ai rarement vu dans ma vie publique un Conseil national dans lequel on a autant réfléchi, dans lequel on a autant abordé de sujets essentiels, dans lequel on a été aussi respectueux. Vous savez, ce Conseil national, la réalité, c'était très simple. Ça a été une démonstration de force, d'unité et de rassemblement. Mais pourquoi écrivent-ils exactement le contraire ? Parce que vous savez, on veut monter ça en épingle. Pourquoi écrivent-ils que François Fillon part à la présidentielle et qu'il se fiche complètement de ce qui se passe à l'UMP, qu'Alain Juppé... tout le monde a vu à la télévision Juppé dire en gros à l'UMP, dans la salle, je ne parle pas de l'UMP, vous êtes une secte. Tenez, vous-même... Non, mais vous êtes un modèle. Oui, c'est ça, vous avez raison.
Vous venez de l'avouer. Non, vous avez raison, collectivement. Parce que nous c'est dialoguons une caricature tranquillement. parce que c'est pas la réalité. Ça a été une démonstration de force parce que d'abord il y avait beaucoup de monde, un monde enthousiaste qui était respectueux des uns à l'égard des autres. Et effectivement, des personnalités très différentes se sont exprimées et ça s'est fait de manière très respectueuse. Il y a eu 12 secondes un peu d'agitation, 12 secondes. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy est intervenu immédiatement. Il a rappelé la nécessité, c'était d'être unis. Et ça s'est très bien passé. Ensuite, c'était une démonstration d'unité, mais l'unité, c'est pas des petits pois qui étaient alignés, c'est pas une réunion de petits pois, c'était une réunion de militants, de cadres de l'UMP, unis donc dans une diversité. Nous avons l'ambition de construire une grande famille de rassemblement de la droite et du centre. Donc, il y aura pas, ça sera pas un moule. Ça sera pas une secte, il y aura effectivement des personnalités qui seront très différentes. Et puis il y a eu enfin un rassemblement, et le rassemblement, il s'est fait autour de Nicolas Sarkozy. C'est ça la réalité de cette journée. Ne prenez pas sur 12 secondes la réalité de 8 heures. 8 heures sans interruption, parce qu'on s'est même réuni le bureau politique à l'heure du déjeuner. On a adopté à l'unanimité un texte, je suis très frappé. Ce texte adopté à l'unanimité par le bureau politique, personne n'en parle. Parce que ça plaît pas, ça vous plaît pas que là on soit unis. Mais bien sûr, ça ne vous plaît pas collectivement. Et puisque vous caricaturez, permettez-moi d'être aussi un peu schématique. Non, mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'au fond, ce que les gens ont cru après l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP, c'est qu'il y aurait un chef et que finalement, circuler, il n'y aurait rien à voir, tout le monde obéirait. Que vous me racontiez ce matin, ce qui est tout à fait juste, qu'il puisse y avoir à l'intérieur de l'UMP des sensibilités différentes, parfait. Mais le problème, c'est que c'était pas ce que pensait peut-être une partie de l'électorat de l'UMP. Je vous cite Bruno Le Maire, qui appartient à l'UMP. Il dit on s'attendait à un chef et finalement on a vu quelque chose d'un peu plus mouvant. Donc je viens d'écouter justement Bruno Le Maire. Peut-être qu'il a changé, remarque, depuis qu'il a fait cette première déclaration. Ça peut lui arriver comme aux autres. Mais ça peut, encore une fois, comme disait Churchill, peu importe qu'on change d'avis, l'essentiel c'est que ça soit dans le bon sens. Et donc je vous le confirme. Donc simplement ce qui a été dit par Bruno Le Maire, par Gérard Larcher, le président du Sénat, par Alain Juppé, par tous ceux qui sont intervenus, c'est que nous avions la chance de vivre aujourd'hui dans une famille politique dans laquelle on peut débattre. Nicolas Sarkozy souhaite qu'il y ait le débat. Mais justement, mais même il faut nous encourager. Et donc, Nicolas Sarkozy souhaite qu'il y ait ce débat, ne demande pas qu'il y ait des positions uniformes. Il a pris le temps après cette élection, une élection par législative sur 577 circonscriptions. Nous sommes 65 millions d'habitants, il y a 30 000 électeurs qui se sont prononcés. Donc bien sûr qu'on peut en faire tout un sujet, mais je vous dis, l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, c'est le chômage pour lequel nous allons avoir... J'y arrive, mais j'ai une dernière question à vous poser sur Nicolas Sarkozy. Vous allez me dire que je fais une obsession, pas du tout. Encore une fois, les sondages. Comment se fait-il qu'au fond, les gens qui sont à l'intérieur de l'UMP massivement considéraient qu'il était le candidat incontournable, et maintenant, on voit cette candidature. Alors évidemment, on va revenir sur l'histoire d'Abu Dhabi, les questions personnelles. Cette candidature être de moins en moins souhaitée. Tout ça, c'est quoi? Ça n'a aucune importance. J'espère que l'invité que vous avez eu la semaine dernière à ma place de l'UMP, vous lui avez posé la même question, puisqu'il y avait des enquêtes d'opinion qui montraient rigoureusement l'inverse. Que Nicolas Sarkozy, au contraire, était à nouveau le candidat préféré au sein de la droite républicaine. C'était lui. Bon, donc j'imagine, vous savez, les sondages, c'est fait naturellement pour fluctuer. Mais encore une fois, vous savez, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, refonde l'opposition parce que nous avons besoin, dans une grande démocratie, d'une opposition qui s'oppose quand c'est nécessaire, qui dise que c'est bien quand c'est bien, qui dénonce quand c'est mal. C'est ce que nous essayons de faire. Donc une grande famille de l'opposition dans laquelle chacun se sent à l'aise, chacun puisse s'exprimer. Et puis à un moment donné, il y a une ligne qui est fixée. Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait mardi, en réunissant notre bureau politique, il a proposé 2 textes qu'il avait lui-même préparés. Le bureau politique s'est exprimé, c'était pas un nouka, c'est pas tombé d'en haut, c'était à la suite d'un débat. Nous avons une position, c'est notre position commune. D'accord. Question. Le patron puisque vous avez été ministre de l'Intérieur, c'est important. Le patron de l'APJ donc sort par la petite porte après une histoire assez compliquée, mais que les gens ont lu dans les journaux, à savoir peut-être des informations données à Christian Proto. Est-ce que vous tirez de cette affaire des conclusions sur la gestion du ministère de l'Intérieur, sachant que le précédent avait été aussi sorti parce qu'il vous avait soi-disant renseigné pour d'autres choses? Oui, vous avez raison. Soi-disant, moi, le précédent patron de l'APJ qui s'appelle Christian Flech avait été, sous des prétextes, limogé, alors qu'il avait été informé d'un calendrier de rendez-vous. C'était ça. D'ailleurs,
je dois reconnaître que, sur le fond, rien ne lui a été reproché, mais enfin, en tout cas, on a tiré prétexte. Bon, là, aujourd'hui, incontestablement, il y a un malaise, il y a une enquête qui est menée. Si les faits avérés sont confirmés, naturellement, ça serait très grave. Mais j'emploie volontairement le conditionnel. Est-ce que vous considérez que la gestion de ministère que vous connaissez par Bernard Cazeneuve est une version exemplaire? Parce que c'est beaucoup ce qui s'écrit dans la presse internationale, cette fois-ci, ce matin. Écoutez, moi, je retiens l'attitude... En matière d'antiterrorisme depuis le 7 janvier. En matière de pouvoir public, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a dit ce qu'il fallait dire. Et là-dessus, je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que, bien sûr, nous devons être vigilants. Vous savez, on connaît les chiffres. Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale, a rappelé qu'il y a 6 ou 7 attentats qui sont déjoués chaque année. On estime que sur les 4 dernières années, il y a 1000 attentats qui ont été anticipés ou qui se sont malheureusement concrétisés en Europe. On pense qu'en France, il y a aux alentours, selon d'ailleurs les chiffres du ministère, on a aux alentours 430 ou 450 cellules dormantes, c'est-à-dire djihadistes dormantes, donc c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une très grande vigilance sur ce sujet. La réalité, c'est que la majorité a changé d'avis. Et après tout, c'est pas gênant sur un certain nombre de sujets. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, vous le rappelez, j'avais, dans la succession de Nicolas Sarkozy, encouragé la création de fichiers, parce que c'est indispensable, les fichiers. Ils étaient totalement cons. Ils changent d'avis. Nous avons en ce moment à voter, nous avons à étudier le PNR, système qui permet de contrôler qui rentre et qui sort chez les passagers aériens. Le Parti socialiste était contre. Ils ont voté contre en 2012. Ils ont voté contre en 2013. Ils ont voté contre en 2014 au Parlement européen. Ils sont devenus réalistes. Ils ont changé d'avis. Ils étaient contre l'isolement des radicaux. Madame Taubira l'a exprimé le 25 novembre dernier. Et ils changent d'avis. Je vous dis, c'est pas grave qu'ils changent d'avis si ça va dans le bon sens. Dernière question, il nous reste 30 secondes. C'est peut-être le sujet le plus important. Là, évidemment, je le regrette un peu, mais il faut quand même réfléchir à ça. Eurostat, donc ils font les statistiques sur le chômage dans l'Europe entière, 2013-2014, 28 pays de l'Union européenne. Il y en a 24 dont le chômage recule et il y en a 10 dont le chômage est inférieur à 7%. Et nous ne sommes dans aucun des deux cas. Cet après-midi, François Rebsamen va donner des mesures pour le chômage de longue durée. Pourquoi en France, ça ne marche absolument pas? Mais c'est ça qui est préoccupant et en même temps réconfortant. C'est préoccupant, pourquoi? Si vous prenez la croissance, on nous annonce 1%. La zone euro, ça sera 1,3. Le Royaume-Uni, 2,5. L'Irlande, 3,5. L'Allemagne, 50% de plus que nous. Si vous prenez le commerce extérieur, on va encore avoir, malgré la chute du prix du pétrole, 56 milliards de déficit de commerce extérieur, alors que notre voisin, par exemple l'Italie, sera à l'excédent. Si vous prenez la fiscalité, nous serons très vraisemblablement en 2015, vous m'entendez bien, en 2015, le pays d'Europe dans lequel les impôts, taxes et cotisations... Donc vous êtes sur la ligne d'Archer, Hollande, zéro résultat économique. C'est certain. Mais je vous dis, ça c'est inquiétant. Mais en même temps, il y a quelque chose de réconfortant. C'est précisément en vous citant tous ces pays, et je parle du chômage, où nous allons avoir, nous, 103 000 demandeurs d'emploi en plus à la fin de l'année, où on a 2 200 000 chômeurs de longue durée, alors que, par exemple, l'Espagne, c'est presque 3 points en moins. Donc c'est réconfortant, ça veut dire qu'une autre politique permettrait d'autres résultats. Tout ce que fait autour, ce ne sont pas des modèles, mais ça peut être des références. Donc, ce qui se passe en France, ça rappelle que la politique menée aujourd'hui conduit à un désastre, parce que c'est ça la réalité, mais en même temps, l'observation de ce qui est fait chez nos voisins les plus immédiats montre qu'une autre politique permettrait et autoriserait d'autres résultats. Bruce Hortefeux est notre invité ce matin, donc était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver avec plaisir nos camarades de LCI, Sophie Paulini sur celle de Radio Classique. Bonne journée à vous, suivant l'expression consacrée mais sincère. Merci.